692e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors cette fois-ci, inhabituellement, mais à cause de l'actualité, nous allons faire un petit voyage dans le passé et regarder un enregistrement que vous aviez adressé à travers une vidéo il y a 2 ans et demi. Vous parliez à l'époque du stock d'or de la Banque de France. Chacun va comprendre pourquoi nous regardons cela. Face aux troubles qui menacent les prises de position passées de M. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, je dois le dire, m'inspire de l'inquiétude. Le gouverneur est en effet ès-qualité, le garant en dernier ressort de notre réserve stratégique d'or, valeur refuge suprême et atout géopolitique exceptionnel pour l'avenir de notre patrie. J'attends qu'il prenne dès maintenant, devant les Français, l'engagement solennel de défendre leur trésor national sans esprit de recul, quelles que soient les pressions qu'ils subissent dans l'ouragan qui s'annonce. Et dans la prévision des guerres, il faut bien penser que les bruits de caisse sont plus importants que les bruits de bottes. Alors aujourd'hui, nous savons, et en particulier de ce qu'on appelle les BRICS. Les BRICS, c'est un groupe de pays qui s'attaque au dollar et à la suprématie du dollar dans les échanges mondiaux et qui voudrait une alternative à cette monnaie qu'on appelle le dollar et qui domine le monde au fond depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et encore plus depuis 1971 quand le dollar a été découplé de sa valeur or. Je voudrais rappeler avant que vous me répondiez qui sont les BRICS. Ce sont des petits pays qui ne pèsent pas lourd, tels que le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Autrement dit, pour ce qui concerne au moins 2 de ces pays, au moins un tiers, pour ne pas dire la moitié de l'humanité. Cette réclamation nous fait penser que peut-être derrière la guerre d'Ukraine, il y a autre chose, et que cette autre chose serait la guerre des monnaies. N'est-ce pas toujours le cas dans C'est très possible, c'est très possible que ce soit le cas, qu'un nouveau, mais prévisible tout de même. On sent venir depuis un certain temps que l'importance de cet élément ne cesse de grandir, bien qu'il soit très inconnu des grands publics à la vérité. Est-ce que vous pensez que les combattants de la Première Guerre mondiale savaient pourquoi ils se battaient? Non, c'est pas certain. Ils obéissaient à des cadres connus dans lesquels ils étaient intégrés depuis leur jeunesse. Et il marchait au pas, si j'ose dire. Le patriotisme l'emportait sur la lucidité des techniciens qui étaient derrière. Oui. Cela étant, la politique prédominait, ce qui est normal. Ce sont les politiques qui doivent diriger. Mais quand la guerre en est la conséquence, ce sont évidemment les poilus qui payent. Alors aujourd'hui, tout le monde est frappé par les destructions qui frappent l'Ukraine. Les télévisions nous montrent l'effet de la guerre, c'est-à-dire des morts, des blessés, des champs de ruines, qui évidemment ont un choc émotionnel sur les opinions, qui voient cela bien tranquillement chez eux devant leur télévision. Je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que ces images de guerre sont courantes depuis la Deuxième Guerre mondiale, rappelées en permanence. Bon, par conséquent, ça ne frappe pas, je pense, les gens particulièrement. Je crois que ça n'a pas d'impact politique. Mais émotionnellement? Oui, mais c'est une émotion à laquelle les peuples sont habitués et en quelque sorte indurés, si j'ose dire. Est-ce que la façon dont les médias occidentaux, et les Français en particulier, traitent la personnalité du président russe ne vous rappelle pas autre chose? Parce qu'après tout, on commence à dire que s'il réussit en Ukraine, il va envahir la Pologne, les États baltes, peut-être venir jusqu'à Berlin et pourquoi pas jusqu'à Paris. Autrement dit, Poutine, Hitler, finalement, c'est un petit peu la même chose. Mais ça avait déjà marché avec Saddam Hussein, ça avait déjà marché avec Kadhafi. Visiblement, ça marche encore un petit peu sur les opinions, ça. Oui, c'est possible. Mais... L'histoire ad Hitlerum, vous savez, cette législation de pensée qui fait que du moment qu'on vous assimile à celui qui aura dominé et déclenché la Deuxième Guerre mondiale et provoqué les drames que l'on sait, ça permet de réduire
des responsables de la politique et de la guerre est souvent excessive et masque bien évidemment des courants beaucoup plus importants, plus secrets, mais plus efficaces, plus lourds de conséquences. Quand on utilise le mot secret, et souvent on vous a fait ce reproche d'ailleurs dans le passé, quand vous étiez le président du Front National, d'évoquer des complots. N'est-ce pas ? Souvent dans vos discours, vous citiez la possibilité de complots qui organisent les choses en marge de la démocratie. Et on vous a dit, finalement, Le Pen, c'était le premier des complotistes. Aujourd'hui, ça recommence d'une certaine manière, puisque votre position à vous vis-à-vis de la Russie est une position équilibrée. Que vous avez toujours défendu l'Europe boréale, c'est-à-dire une Europe continentale qui intègre la Russie dans le but d'avoir un nouvel espace stratégique qu'on appelle la Sibérie, après que l'Empire français ait perdu le Sahara. Je cite les discours que vous avez prononcés dans le passé. Oui, je ne les redis pas. Et est-ce que vous êtes angoissé de voir à quel point on cherche à détacher de l'Europe de l'Ouest les Russes ? Oui, bien sûr, c'est évident, alors qu'ils en font partie. De toute évidence, un certain nombre de gens préparent une guerre contre la Russie. Et nous ne devons pas tomber dans ce piège, car il est évident que la Russie fait partie de l'Europe, à la fois historiquement, culturellement, humainement, sans aucun doute. Et pourtant, la Russie, pour se protéger, dit le président Poutine, et je vais revenir sur les termes de son discours hier, a considéré que plus on se rapprochait à travers l'OTAN, dont vous aviez réclamé d'ailleurs la dissolution après la fin du pacte de Varsovie, se rapprocher de sa frontière, il était obligé d'agir. Autrement dit, que la zone tampon éventuelle, si on met de côté la Crimée et le Donbass, en intégrant tout de même un État Ukraine libre, faisait partie de ce tampon qui protégeait objectivement la sécurité des Russes. Oui, je dois dire que je m'inquiète beaucoup du climat qui prédomine actuellement, qui s'annonce comme étant un climat de pré-guerre. Tout s'enclenche de façon presque mécanique et irrésistible. C'est ce qui est extrêmement inquiétant pour des gens qui souhaitent pouvoir avoir des responsabilités dans la conduite des affaires humaines. Il y a un moment donné où les mécanismes belliqueux sont plus forts que toutes sortes d'organisations ou de pensées. Est-ce que la France a encore un rôle à jouer ? Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui, après des tentatives de dialogue qu'a pu avoir le président Macron au début, avec Poutine, avec les Américains, avec évidemment le président Zelensky, tout ça ne donne rien. Et qu'au fond, un pays comme la Turquie est presque mieux placé pour servir d'intermédiaire que la France qui a pu dans le passé jouer un rôle essentiel. Je pense à la fin de la guerre du Vietnam, en rappelant que la conférence de Paris qui a préparé la fin de la guerre du Vietnam, c'était la conférence de Paris, c'était pas la conférence d'Istanbul. Cette perte d'influence française, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est tout à fait évident. On voit reculer l'influence de la France et son importance dans le monde à un point tel qu'on peut se demander même quelquefois si les Français en sont conscients. Ce n'est pas sûr. Je le déplore pour ma part, mais c'est une constatation que je suis obligé de faire. Nous avons regardé cette vidéo tout à l'heure qui, je le rappelle, avait 2 ans et demi. Je rappelle aussi que l'ancien député européen Bernard Monod avait contribué à votre information à l'époque sur cette question fondamentale de la guerre des monnaies, qui devient aujourd'hui une guerre concrète. La question s'est posée pour la France et le rôle de la France, et pourtant, quand on ouvre les télévisions aujourd'hui, il n'est question que de l'affaire Palmade, une affaire sordide qui dévie sur des questions de pédophilie et d'accès aux adolescents à la pornographie. Pareil qu'à dès l'âge de 10 ans, 11 ans, si on n'a pas vu un porno, c'est qu'on a raté sa vie d'adolescent, en quelque sorte, pour paraphraser quelque chose. Ensuite, l'assassinat de ce professeur aujourd'hui, dans un établissement catholique, un prof d'espagnol tué à coups de couteau par un de ses élèves. Est-ce que c'est le signal d'une dérive générale ? Est-ce que ce pays est en train de s'écrouler dans tous les domaines ? On ne sait rien, au fond, de l'affaire Palmade, puisqu'elle prend de nouvelles directions. On ne sait rien
qu'on ne savait déjà sur ce qui vient de se produire à Saint-Jean-de-Luz. Mais enfin, tout de même, c'est tous les jours ce reflet. Alors, je précise ma question. Est-ce que c'est parce qu'il y a les chaînes info et qu'il s'en passait autant avant, mais qu'il fallait être abonné à un journal de province pour le savoir? Ou bien alors, il y a cette montée en puissance de la violence dans notre pays? Oui, je crois qu'il y a une montée de la puissance, une chute de l'éducation et de l'encadrement, comment dirais-je, humain, et que, somme toute, l'inconnu, l'imprévisible est toujours possible et probable même, sans que l'on puisse agir, sans que l'on ait les moyens ni politiques ni humains d'intervenir sur le destin qui nous est promis. De plus en plus, quand on observe toujours ces chaînes de télévision, on a le sentiment, parce que vous l'avez souvent dit, qu'il y a, dans la poussée de la violence et dans la poussée de la destruction du lien social, un rapport essentiel avec la chute de la religion dans notre pays, sa déchristianisation. Vous avez toujours ce sentiment, vous, le Breton, qui avait été et qui est toujours d'inspiration catholique? Non, je suis convaincu que la déchristianisation de la société européenne joue un très grand rôle dans sa décadence, qui paraît pour l'instant au moins irrésistible. Et je pense que cet élément, cette perte de valeur spirituelle, affaiblit considérablement les autres prises de position. Ce sont un peu les arguments du président Poutine qui dénoncent notre décadence. Oui, un petit peu d'ailleurs comme des membres de l'Union européenne, que sont les Hongrois ou même les Polonais, qui se trouvent en conflit avec la Russie éventuelle aujourd'hui dans l'affaire de la guerre d'Ukraine, mais qui néanmoins, par leur gouvernement, expriment les mêmes sentiments sur la déliction de leur société ou de nos sociétés auxquelles ils résistent. Il me paraît que c'est évident et que ça nous soit rappelé par un grand chef mondial me paraît utile et qu'il devrait être entendu parce que ce qu'il dit est logique et conforme à la réalité. Merci Jean-Marie Le Pen. À la semaine prochaine.